Bonjour, bonjour, j'espère que vous nous entendez. On est en live à 18h35. Quel progrès! D'habitude, je démarre à 18h45 ou pire à 19h. Donc là, c'est très bien. Je suis trop contente. En plus, tout est configuré. Faudra juste, s'il y a quelqu'un qui est en live, qui nous regarde dans le chat et tout, si cette personne peut se manifester et me dire qu'elle m'entend. Parce que c'est déjà arrivé avec Éléonore à la dernière. Éléonore, la librairie Le Nuage Vert. On a parlé pendant, je crois, 5 minutes et en fait, on ne nous entendait pas. Super. Qu'est-ce que je veux dire? Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Writing Mood. C'est une émission animée par mes soins. Donc, je suis Caroline Vipacon-Lamache. J'anime les ateliers Moody, des ateliers d'écriture depuis 2014 déjà. Donc, voilà, voilà ce fameux bruit qui me perturbe à chaque fois. Merci Pauline, merci de. Au moins ça me confirme qu'il y a bien quelqu'un déjà dans le chat de un et que de 2 on m'entend. Yes. Euh, le concept de cette émission, donc déjà la chaîne Twitch, il y a à la fois des ateliers d'écriture en live, notamment avec une communauté qui s'appelle Fantasy Alley, mais il y a aussi des sortes d'interviews, donc là, ce qu'on fait avec Writing Mood, où je vais inviter une personne, en général des femmes du monde du livre, que ce soit des éditrices, des libraires, des autrices. Et si j'invite un mâle parmi nous, c'est vraiment une rare exception. Comme le premier invité, c'était David Meulmans, mon mentor, voilà, pour qui j'ai une infime gratitude, vu que c'était avec lui que j'ai animé mon premier atelier d'écriture. Bref, pendant cette émission, l'idée c'est de recréer l'expérience d'un atelier d'écriture avec, donc comme je vous ai dit, une invitée avec qui on va parler de conseils d'écriture autour d'une thématique, autour surtout d'un défi d'écriture qui a été lancé par la personne qui a été invitée à l'épisode précédent. Voilà. Ensuite, on va lire les textes des participants, des personnes qui ont joué le jeu, en fait, qui ont relevé le défi. Et ensuite, on finira par le défi de notre invité, auquel il faudra participer avant la prochaine session, qui sera le 28 mai normalement. Ou non, avant, je sais plus. Faut que je vérifie. Bref, sans transition, je vais vous présenter notre invité du jour. Mathilde, bienvenue à toi. Merci d'être là pour ce premier Twitch apparemment pour toi. Il me semble que tu avais jamais. C'est une découverte. Ok, super. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que le programme que j'ai annoncé tout à l'heure te convient? Est-ce que tu as des questions d'ailleurs? Non, ça va, tu es prête? Parfait, je suis prête, je te laisse guider. Super. Je voulais commencer par parler, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais juste parler de toi, enfin, te présenter. Pourquoi est-ce que je t'ai invité? Euh, oui, j'avertis, j'ai mon verre d'eau parce que, enfin, déjà en temps normal, j'ai toujours mon verre d'eau, mais aussi je tousse beaucoup depuis quelques semaines, donc là, vous allez m'entendre tousser. Désolée. Oui, qu'est-ce que je veux dire? On s'est rencontrés en atelier d'écriture en 2018, janvier 2018. Donc, est-ce que c'était, comment dire, comment est-ce que tu es arrivé à cet atelier d'écriture? D'ailleurs, pardon, c'était un atelier d'écriture que j'animais moi. Donc, juste, voilà. Et toi, tu venais en tant que participante. Comment est-ce que tu es arrivé là? Est-ce que tu peux raconter un peu ton retour d'expérience? Bien sûr. Alors, c'était mon tout premier atelier d'écriture. Et donc, j'étais pas encore autrice. Je reprenais l'écriture après une vie professionnelle qui m'en avait éloignée. Donc, j'étais très intimidée. C'est une bonne question. Je ne sais pas comment je suis arrivée là. Un peu par hasard. C'était au Et, Labo L'édition. Est-ce que tu connaissais? ah oui, c'était la bonne édition. Oui, Et à l'époque, j'évoluais beaucoup dans le milieu start-up. Donc, oui. il y avait beaucoup d'incubateurs de start-up. Donc, Hmm. c'est certainement pour ça. Voilà. Mais c'est vrai que Et mon tout premier atelier d'écriture. tout premier atelier. Et toi, tu venais d'un monde complètement différent. Tu avais fait des études qui avaient rien à voir avec l'écriture. Ah, rien à voir. Moi, j'ai fait des études de commerce. Et je travaillais dans le milieu start-up innovation. Hmm. Et j'avais ce rêve de devenir écrivain depuis toute petite. Et en 2017, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Et du coup, j'ai démissionné, j'ai dynamité toute ma vie. Et après, je me suis sentie un peu perdue. Et du coup, je suis tombée sur cet atelier d'écriture par hasard. Je me suis dit, allez, je me lance, je vais rencontrer d'autres gens bizarres comme moi qui ont envie d'écrire. Moi, j'ai pu lire donc un des comment ça s'appelle un des numéros de ta newsletter écrire au féminin. Il me semble que c'est ça la newsletter. Tout à fait. Je le partagerai dans le chat. Et où tu parlais de cet atelier où tu disais que du coup tu étais entouré de gens bizarres, mais encore pire, plus bizarres que toi, vu que c'était des gens des geeks. Et du coup c'était pas trop ton univers quoi.
Bah non, pas du tout. Alors, j'ai commencé en effet à écrire de la littérature d'imaginaire quand j'ai appris l'écriture, mais j'ai découvert qu'en fait, il y avait des fans d'imaginaire, mais beaucoup plus fans que moi. Et, et donc, je me suis sentie un peu perdue en arrivant. Oui, je te dis, j'ai trouvé ça un peu geek. Je me suis dit, waouh, ils sont 10 000 références que je n'ai pas, j'ai trop de choses à rattraper, trop de références culturelles à rattraper. Et en même temps, ça m'a vraiment rassurée et soulagée, parce que je me suis pas sentie bizarre du coup. Oui. Je me suis dit, c'est bien, en Tu fait, je sais, suis il y a pas toujours plus bizarre. bizarre que soi, en vrai. Et C'est voilà. Moi, j'ai un café geek que j'aime beaucoup, bah, qui est pas loin du Labo l'édition, qui s'appelle l'Extra Life Café, petit coucou. Et en fait, j'aime bien y aller parce que bon, moi, j'ai grandi dans le jeu vidéo quand j'étais petite, etc. J'ai toujours aimé lire littérature de l'imaginaire, etc. Je me suis toujours sentie pas à ma place, un peu bizarre, voilà. Mais quand je vais dans ce café, je me rends compte qu'il y a plus bizarre que moi. Et en fait, c'est pas pour juger, c'est juste en vrai pour me dire ah, en fait, ça me rassure, je suis entourée d'autres gens bizarres comme moi, ou pire que moi, ou moins que moi. Et c'est cool, ça fait du bien. Mais ça fait du bien. Et puis surtout, j'ai trouvé vraiment une communauté extrêmement accueillante dans la littérature, l'imaginaire. Ma première famille. Voilà. Ah, c'est cool. Oui, parce que toi, t'as commencé à écrire de l'imaginaire, mais je spoil un peu, mais ton premier roman, ce n'est pas vraiment la littérature de l'imaginaire. Pas du tout. Mon premier roman publié, du coup, c'est cette année, en janvier. Donc, il a fallu tout ce temps pour arriver jusque-là, trouver un éditeur. Et non, il est publié en ce qu'on appelle pompeusement en littérature blanche. Et ça se passe dans un contexte historique. Donc, pas du tout de l'imaginaire. Ok, bah, on nous en parlera beaucoup plus tout à l'heure, mais et oui, je te disais, j'ai complètement, j'étais un peu dépassée cette semaine et j'ai pas eu le temps de l'acheter, mais je vais me le procurer très rapidement pour avoir ta dédicace après, donc parce que j'ai vraiment hâte de le lire. Oui, donc suite à cet atelier d'écriture, en 2018, janvier 2018, qu'est-ce que... Et donc tu as dit que tu as décidé donc de démissionner de ce milieu startup, etc., pour te consacrer plus à l'écriture, mais comment exactement? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours jusqu'à jusqu'à la publication de ce roman en janvier 2026? Oui, tout à fait. Alors, ça s'est pas fait en un jour. Déjà, je me suis dit, il faut que je me libère du temps. Donc, j'en ai fait dynamiter tout ce que je faisais jusque-là. Mais j'ai évité. Donc, j'ai fait un saut dans l'éducation nationale. J'étais prof Ah de oui, français. Je suis revenue un moment en start-up, mais plutôt en tant qu'indépendante, ok. plutôt dans des start-up tech. Et Mm, j'ai fait des études de psychologie aussi. ok. Donc, j'ai fait beaucoup de stages. En EHPAD, en hôpital Ah, dur. psychiatrique, enfin voilà. Et en même temps, je continue à essayer d'écrire à côté. Mhm. Donc, les premières années, j'ai fait d'autres ateliers d'écriture. Ouais, J'ai terminé mon tout premier roman en 2019, ok. une dystopie féministe. Ok. Et Donc que j'ai littérature, pas l'imaginaire. Mm, dans l'imaginaire, c'est la science-fiction, mais oui, que j'ai pas du tout envoyé aux éditeurs, mais j'étais déjà tellement fière d'avoir enfin fini un oui, roman. d'avoir Et terminé. je pense qu'il y en a beaucoup ici qui doivent savoir ce que c'est à quel point c'est dur. Et voilà, et après j'en ai écrit encore un deuxième qui était plus de l'autofiction. Ensuite, j'ai écrit un troisième Le pendant le Covid. Ouais. confinement. Mm. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a Folio SF qui avait lancé un concours euh, de romans d'imaginaire pour son anniversaire. Ils avaient donné le thème et en fait, il y avait 4 mois pour rendre le manuscrit. Ok. Et moi, j'ai cru, en fait, c'est qu'il fallait écrire un roman en 4 mois. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est que la plupart des gens avaient un roman dans un tiroir, ils vont adapter un petit peu au thème et après Oui. l'envoyer. Et moi, comme une idiote, je me suis dit, waouh, 4 mois pour écrire un roman. Donc, j'ai passé tout le confinement à travailler comme une folle pour rendre le livre juste le jour J. Voilà. Et celui-là, du coup, j'avais rencontré des éditeurs au speed dating des Imaginales. Ok. J'avais eu des cours. Il n'a pas été pris, mais qui était positif. Donc, c'était mes premiers contacts avec des éditeurs. Des contacts vraiment très bienveillants et chaleureux. Donc, j'étais super contente. Ça, c'est le troisième roman. Entre-temps, je suis devenue plume. Donc, je me suis mis à écrire des livres pour d'autres personnes, plutôt des personnalités du monde de l'entreprise. Donc là, j'ai été publiée sans qu'il y ait mon nom dessus, mais pas en roman. J'ai écrit un quatrième roman pour des clients. Et enfin, le livre là qui est aujourd'hui sorti, il a une longue histoire.
J'ai commencé à l'écrire en fin 2019. Oui, c'est ça. Et j'ai terminé l'écriture. Non, pardon, j'ai commencé à l'écrire fin 2020. C'était quand le Covid? Non, 2019, fin 2019. Et j'ai terminé l'écriture début 2024. Et ensuite, j'ai trouvé un éditeur. J'ai signé chez un éditeur en 2025. Ok. Il est sorti en 2026. Donc, ça prend du temps. Les éditions Finitude. C'est ça, aux éditions Finitude. Et je suis extrêmement contente et flattée d'avoir pu rejoindre cette maison parce que c'est des éditeurs adorables qui sont très sérieux et extrêmement exigeants. C'est tout à fait ce que je recherchais. Il y a plusieurs choses auxquelles je pense. Et ben déjà, les ateliers d'écriture, les autres ateliers d'écriture auxquels tu as participé, c'est lesquels par exemple? Est-ce que tu en as que tu conseilles Oui. même? Je sais pas. Eh ben, j'ai commencé au début à faire des ateliers d'écriture à l'école des mots. L'école des Ah mots oui. venait tout juste d'ouvrir. Mmh. J'avais commencé là et C'est c'était la même sympa période. pour reprendre dans l'écriture. Ouais. Parce que donc des ateliers thématiques. J'avais notamment adoré l'atelier de Lionel Davoust. Ah Que oui, je d'accord. recommande à Oui, tout le j'ai ton monde. livre derrière moi. Ouais, son livre Comment écrire la fiction, il est vraiment chouette et vraiment c'est un excellent professeur. Et j'avais fait aussi sa masterclass au Festival des Imaginables. Ok. Donc voilà. Et après, en 2000, je crois que ça devait être en 2021, 2022, j'ai un très gentil mari qui m'a fait un super cadeau et il m'a offert un atelier chez Gallimard, NRF. Ah oui. Ah oui, oui. Et oui, Oui, quand c'est je pas dis le un même super budget là. cadeau, ah oui, oui, bon, Ah ma oui. famille s'y est mise à plusieurs, Oui, etc. Et donc, je suis allée faire un atelier, voilà, bien. chez Gallimard. J'ai pris une super photo dans le jardin devant le pavillon Pléiade, genre tout ému. Hein. Oh. Il se trouve, pour la petite anecdote, que le premier jour, bon, il y avait plusieurs ateliers, ça s'est allé sur plusieurs mois. C'était le soir. Et je crois que c'était le premier soir, même soir où Annie Ernaux venait de recevoir le prix Nobel de littérature. Donc, c'était le branle-bas de combat chez Gallimard. Il y avait la salle qui n'était pas libre, on devait se mettre ailleurs. Enfin, voilà. Mais pour le symbole, pour moi, c'était très fort. Et donc, j'ai fait un atelier là-bas avec Bertrand Leclerc, qui est un écrivain de littérature qui lui aussi est un excellent professeur que je recommande. Et voilà pour la partie atelier. Et après, j'ai commencé à un petit peu m'ennuyer en atelier, mais c'est aussi parce que ça faisait donc plusieurs années que j'écrivais quasiment tous les jours. Et donc, j'avais besoin de passer à autre chose. Et finalement, j'ai fini le roman qui aujourd'hui est publié. J'ai fini par trouver un éditeur. Voilà. Est-ce que ouais, non, c'est vrai que l'atelier, enfin, l'école d'écriture, les mots a ouvert à peu près au même moment où moi j'ai commencé à animer des ateliers d'écriture. J'ai aussi animé un atelier d'écriture chez eux, mais pour les ados. C'était très sympa avec dans les sous-sols avec les murs en pierre. C'est très sympa. Oui, c'est ça, oui. Ouais. C'est un autre budget que celui de, enfin, que mes ateliers d'écriture à la librairie ou ailleurs, mais ça reste encore, ça va accessible. Alors que c'est vrai que les ateliers NRF, après, voilà, c'est du bon, enfin, c'est des masterclass presque en soi. Donc c'est trop cool que t'aies pu en bénéficier et que bah, ça a un impact sur ton écriture aujourd'hui, j'imagine. Et puis, et que- Maintenant, donner un regard totalement différent parce que les ateliers d'écriture que j'avais fait jusque-là, c'était plutôt sur des sujets imaginaires. Donc, ça donnait une vision de l'écriture très scénaristique dans la narration, dans la construction de personnages et qui, pour moi, est extrêmement utile aujourd'hui. Mais en allant là-bas, là, tu avais une vision ultra littéraire au milieu, tu vois, de l'anatomie du scénario, Oui. de ce genre de choses. On n'était plus dans les histoires de conflits, on était là en mode l'art pour l'art. Donc, qu'est-ce que je fais là, là aussi hein. Ok. Et tu t'es pas Et senti en décalage. Ça va, t'as appris des choses quand même, ça t'a. justement, ça m'a fait du bien parce que je commençais à ne plus réussir à progresser avec l'autre approche. Oui. Et en fait, ça donnait un regard totalement différent auquel j'adhérais pas forcément à 100%. Mais ça m'a permis de trouver un entre-deux, en fait. Et de piocher ce qui me convenait, en fait, dans j'ai envie de dire, les deux écoles. Ces deux écoles, voilà. Et il y a autre chose aussi que tu as parlé de speed dating aux Imaginales, c'est ça, hein? Oui. On avait organisé un speed dating en 2018, aussi en février, je me rappelle, mais c'était au Salon du Livre, quand ça s'appelait le Salon du Livre de Paris, et c'était avec plutôt des éditeurs young adult. Je trouve que c'est super comme type d'événement. En fait, j'ai jamais été aux Imaginales encore, mais je sais que ouais, c'est assez prisé comme moment de rendez-vous.
Parce qu'en fait, je pense que ça désacralise un peu, ça vient un peu, comment dire, ça a l'air d'être un monde tellement inaccessible et tellement élitiste, et ça l'est en fait, enfin, peut-être moins dans l'imaginaire, je trouve. Oui, moi, Euh, non, c'est vrai. voilà. Mais là, ce type d'événement, ça permet de voir en fait qu'il y a des vraies personnes derrière ces formulaires de manuscrits, de soumission de manuscrits, etc. Et c'est des personnes en fait, qui vivent quand même des métiers passion, puisque en fait, en gros, ils fonctionnent au coup de cœur, en vrai. Tout à fait, Bon, tout à fait, c'est ça. il y a aussi tout ce qui est marketing, bien sûr, ils réfléchissent à est-ce que ça va se vendre, enfin, forcément. Euh, mais quand même, si tu as envie de te coltiner, tu disais que tu as signé en 2024, c'est ça, avec ton éditeur? Non, 2025, ouais. J'ai fini le 2025. livre en 2024 et 2025, j'ai signé, ouais. 2025, et c'est sorti en janvier, donc ça veut dire qu'il y a un an où il faut scoltiner l'auteur ou l'autrice pour la réécriture. Donc il faut autant avoir un coup de cœur pour le texte et que ça se passe bien aussi avec la personne avec qui on va collaborer, quoi. Donc je pense que ce type d'événement, c'est vraiment chouette. Ça permet déjà de tester, de pitcher son projet en direct, de désacraliser, de rendre un peu plus accessible ce, ouais, les métiers du livre, en fait. Et puis oui, ça, si jamais ça mène. Bon, là, toi, ça n'a pas été le cas il y a quelques années, mais si ça menait à quelque part, au moins, ça aurait pu créer une première relation. Voilà. Oui, puis c'est une petite marque, en fait, parce que c'est vrai que entre le moment où tu finis ton premier roman et le moment où enfin tu arrives à être publié, on a tendance que c'est l'étape, on va croire que c'est l'étape d'après et que ça va se faire. Et en fait, pas du tout. Et c'est normal. Parce que quand tu viens d'apprendre le piano, je sais pas, et tu viens d'apprendre ton premier morceau, tu fais pas ta première audition à la salle Playel. Oui. Et c'est pareil, en fait. Et t'es pas encore extrêmement bon. Et donc, en fait, ça te permet d'avoir comme ça des petits échelons. Tu te dis, bah, j'ai eu l'échelon, j'ai vu un éditeur en face, j'ai échangé avec lui, il m'a donné des conseils. Et voilà, ça fait partie des petites étapes qui font du bien pour, euh, pour, euh, pour faire cette longue route. Il y a 2 points que je voulais voir avant que tu nous parles de ton livre. Donc, tu as dit que tu as terminé ton premier livre en 2019 et après, tu en as écrit d'autres livres, etc. Et tout à l'heure, je disais juste à l'instant qu'un éditeur, ça va aussi choisir un livre dans une réflexion commerciale, dans le sens économique, parce que c'est une industrie, hein, c'est un commerce. Euh, je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, je pense que c'est aussi important de se dire qu'on écrit pas forcément pour se faire éditer. On peut écrire pour soi, pour avoir enfin justement ce que tu disais tout à l'heure, vraiment cette fierté de je suis allée au bout de mon projet, de l'histoire qui me travaille depuis des années, et c'est pas grave s'il va pas se faire éditer ou si. Enfin voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça. Ou alors peut-être que. Tu vois, tu parlais aussi du concours de folio bon, que t'as pas, où ton texte n'a pas été sélectionné, mais typiquement qu'il y a beaucoup d'auteurs ou d'autrices qui font, c'est qu'ils vont récupérer des livres ou des textes pardon, qui sont déjà produit, ils vont adapter au thème et après le soumettre. Peut-être que ton texte de 2019, j'en sais rien, hein, enfin voilà, peut-être qu'il va être adapté à un thème d'une maison d'édition. Voilà, peut-être que ça va pas être. Peut-être que soit ce texte va jamais être édité, soit ce texte va l'être, mais plus tard dans d'autres occasions. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. Alors déjà, sur ta première idée, je suis entièrement d'accord avec toi, en fait, sur le fait que on peut écrire sans forcément avoir envie d'être publié, et c'est même ça, parce que c'est déjà le cas dans d'autres formes d'art. Tu vois, si tu dessines, ou si tu fais de la musique, à chaque fois que tu dessines quelque chose, tu dis, bah, hey, je vais dessiner quelque chose pour être publié. Bah non. Et pareil, quand tu fais de la musique, quelquefois, tu peux jouer de la musique juste pour toi, et ça fait juste du bien, ou alors juste pour tes potes, tes amis, etc., qui sont contents de t'écouter, ton entourage, tu n'es pas obligé de le faire toujours pour atteindre cet objectif. Et donc, je trouve ça sain. Ça permet de garder cette dimension plaisir. Et sans cette dimension plaisir, je trouve que notre écriture, ça sèche. Et ensuite, parce que la marche pour être édité est extrêmement haute. Et donc, il y a besoin de beaucoup, beaucoup d'entraînement avant d'y arriver. Et après, tu l'as dit tout à l'heure, il y a l'histoire de coup de cœur. Il y a besoin aussi de beaucoup de chance. Parce que c'est comme une rencontre amoureuse, il faut que tu tombes sur la personne qui a le coup de cœur. Et toi aussi, tu as le coup de cœur, c'est quand même important. Oui, voilà. oui, Et ça sur marche. la deuxième partie de ta question, est-ce qu'un texte peut après avoir une chance à un autre moment? Je pense que c'est le cas. On entend souvent des histoires de romanciers qui ont publié leur premier roman et qui un peu plus tard ressortent du tiroir des romans qui étaient finis avant.
Alors, dans mon cas, j'ai pas tellement envie de ressortir des tiroirs ce que j'ai écrit avant, parce que je le juge vraiment moins bon. Euh, mais ça, c'est peut-être mon autocritique qui est très forte aussi. Et Mais c'est vrai, on l'auto-édition, progresse. t'en penses quoi, l'auto-édition? Pardon? Oui, alors j'ai fait de l'auto-édition du coup avec celui-ci. Ouais, sous pseudonyme, ouais. Donc, Ok. ce que j'ai fait en imaginaire, je l'ai fait beaucoup sous pseudonyme, ouais. Et oui, j'ai fait de l'auto-édition parce que ça me faisait plaisir. Et puis j'avais vraiment envie de tenter l'aventure, voir comment ça fonctionnait, comment tu fais toi-même ta campagne de com, etc. Donc, je suis allée jusqu'au bout. Je trouve un illustrateur pour la couverture. Et j'ai vraiment adoré vivre cette expérience. T'es Voilà. passé par quoi comme plateforme Amazon? Alors, j'avais testé, ouais, alors pour mon tout premier, je voulais l'avoir, c'est juste pour le bonheur de l'avoir, j'avais fait avec Librinova, Ok. ma dystopie féministe. Et le roman que j'ai proposé au speed dating aux Imaginales, que j'avais écrit pour le concours de Folio SF, donc le thème c'était Mille et une voix. J'ai écrit une fantaisie historique à Venise, là aussi, où j'ai raconté la chute de la République de Venise au XVIIIe siècle, mais en l'expliquant par le fait que Venise avait brisé son alliance avec les sirènes. Donc, c'est parce que l'alliance avec les sirènes a été brisée que Venise s'est effondrée. Donc j'interprète les faits historiques avec ce twist de fantaisie. Et pour celui-là, je suis passée par Amazon en effet, par le service KDP, Oui. qui est quand même extrêmement efficace, quoi qu'on pense sur Amazon. Oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'alternative à la hauteur, en fait. C'est ça qui est un peu... Ce qui est vraiment vraiment l'énorme atout, c'est qu'en effet, c'est facile, c'est rapide, mais surtout, tu as la vue sur tes ventes. Oui. Et ça paraît évident de savoir ce qu'on vend en direct et tout ça. Mais là, par exemple, avec mon livre qui est publié, j'ai assez peu de visibilité sur les ventes. Quand je suis au salon, alors je me fais des petits bâtonnets pour compter ce que je vends sur un petit bout de papier, mais j'ai peu de visibilité sur l'impact. Quand j'ai un article de presse, je ne sais pas si ça augmente les ventes ou pas. Quand je me dis, allez, tu te motives, tu vas faire des posts sur les réseaux sociaux, je n'ai aucune idée. Oui, Donc, c'est de la communication, c'est pas de la prospection, c'est pas de la vente. Tu peux pas savoir. Okay. Alors qu'avec Amazon, tu as un outil pour mesurer en effet ce que tu vends en direct. Et j'avais un dernier point avant de parler de ton livre. C'est donc tu disais que donc tu es plume à côté. Enfin, tu es devenue plume et voilà. Est-ce que tu peux juste nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'être être plume, sachant qu'en plus, enfin pour le contexte aussi, c'est l'anecdote plutôt. Mathilde et moi, on s'est retrouvés en fait, on fait partie toutes les deux d'une association qui s'appelle la Guilde des Plumes. Moi, je suis pas très très active, j'avoue. Il faudrait que je m'y remette un peu plus sérieusement. Mais c'est une association qui accompagne toutes les personnes qui exercent le métier de plume, qui écrivent, soit qui sont auteurs, soit qui sont prête-plume, tu vas nous dire ce que c'est, soit qui sont communicants. En vrai, c'est beaucoup de communicants, dont moi, je fais partie aussi, même si je suis plus spécialisée pédagogie, communication et pédagogie. Et en fait, on se regarde lors de cet événement et je me dis, mais je connais cette personne, cette tête me dit quelque chose. Et je pense que tu t'es dit la même chose. C'était trop, trop drôle. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu es venu me dire, tu es bien Vipacon, c'est ça? Et en plus, il a dit trop bien. Parce que d'habitude, les gens ne savent pas dire mon prénom, mon nom de famille. Donc, j'étais trop choquée. Et non, et c'était trop drôle. Trop cool. Oui, je m'attendais pas à trouver là. Pour venir sur le métier de plume, couvre finalement des réalités assez larges. En fait, tu es plume quand tu écris dans l'ombre pour quelqu'un d'autre. Et après, tu peux écrire plein de choses très différentes. Donc, à la Guilde des Plumes, il y a par exemple beaucoup de plumes politiques, des gens qui écrivent les discours des hommes politiques. Il y a en effet, comme tu dis, des plumes qui sont plus dans la communication. Donc, tu peux écrire en effet des newsletters, faire le LinkedIn d'une personne, tu fais ses posts pour elle, etc. Et moi, j'ai commencé il y a 5 ans comme plume, mais de livres. Donc, en anglais, on appelle ça ghostwriter. Et voilà. Donc, en fait, depuis 5 ans, j'écris des livres pour des dirigeants d'entreprise. Donc, en leur nom. Donc, la plupart du temps, mon nom n'apparaît pas sur les livres qui sont publiés. Et donc, plutôt sur des thématiques autour du monde de l'entreprise. Donc, par exemple, Happy Workplace, comment concilier performance de l'entreprise et bien-être des salariés. Voilà, des choses comme ça. 1 plus 1 égale 3, décupler le potentiel de votre équipe grâce au collectif. Mais j'ai aussi fait un livre avec les pompiers de Paris,
comment ils ont sauvé Notre-Dame, qu'est-ce qu'on peut en apprendre dans le cadre d'une entreprise sur comment on gère les crises. Voilà, là, j'ai participé à un livre qui s'appelle Leader Kiff, qui vient d'être publié chez Erol, que j'adore, donc je suis très fière. C'est sur la santé mentale des entrepreneurs. Voilà. Et après, du coup, en fonction du client, on a une participation qui est plus ou moins large. Soit, en effet, on peut écrire le livre de A à Z, soit on peut l'accompagner dans l'écriture. Donc, on a un peu un rôle de coach d'écriture, parce que leur métier, c'est pas d'être écrivain, et chacun son métier. C'est leurs idées, c'est leur sujet, leur expertise, et nous, on est là pour l'accompagner, la mettre en mots, en faire un livre qui se lit bien, en fait, jusqu'au bout. Et voilà, donc je fais ça depuis 5 ans. Ça m'amuse beaucoup, parce que chaque fois, c'est en un temps record, devenir expert d'un sujet que tu ne connais pas quand tu commences. Voilà. Et puis, évidemment, des personnalités qui sont assez marquantes. Ouais, j'imagine. Enfin, il y a beaucoup d'interactions, du coup. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avant qu'on lance le stream, et tu disais, là, toi-même, tu as utilisé le terme être dans l'ombre. Et donc, là, j'ai dit tout à l'heure, tu passes dans la lumière, pas que sur Twitch, mais aussi en vrai avec ton propre livre. Est-ce que tu peux nous le montrer et nous dire de quoi il parle? Parce que c'est marrant ce que tu disais tout à l'heure, tu as parlé de ta fantaisie qui avait lieu à Venise, c'est ça? C'était une fantaisie. Il y a un lien, j'imagine. Enfin, il y a un lien, puisqu'en fait, j'ai donc le récit. Donc ça, je sais pas si ça floute un peu. C'est bon, on le voit bien. Voilà. Le Sigisbé, voilà, qui est édité chez Finicule. Oui, il y a un lien, puisqu'en fait, j'ai commencé à travailler sur ce livre fin 2019. Janvier, Folio SF annonce son concours, le thème 1001 voix. Et là, je fais un lien avec toutes mes recherches sur Venise. 1001 voix, mais oui, c'est la République de Venise, c'est toutes les voix du Grand Conseil, etc. Et du coup, je dis, attends, je dis à mon mari, je mets de côté mon projet de livre, parce que là, je veux vraiment participer à ce concours, et j'ai une super idée de fantaisie, on va faire une réécriture de La Petite Sirène, enfin voilà, je pars dans un grand délire, je m'amuse beaucoup. Et il me dit, il n'était pas très content, il me dit, non mais là, tu écrivais 2 livres, et là, tu procrastines encore. On en écrivait un autre. Donc, il m'a fait promettre de le reprendre après. Okay. Donc, j'ai bossé sur ce livre-là. Et tu vas voir, pour la petite anecdote, ce qui est très drôle, c'est quand j'ai fini mon livre de fantaisie, le jour où j'ai mis le point final, je suis tombée enceinte. Donc après, je suis devenue maman. Donc, je n'ai pas repris mon livre. Un bébé pour appeler un autre, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, je l'ai repris que plus tard. Et voilà pourquoi les 2 livres sont sur Venise. Et donc, le Sigisbé, et donc c'est normal si vous ne connaissez pas du tout ce mot-là, la plupart des gens ne le connaissent pas. En fait, dans la Venise du XVIIIe siècle, les mariages se faisaient à 3. Les femmes avaient le droit à 2 hommes. Elles avaient le droit à un mari et un Sigisbé. Le Sigisbé, c'était votre confident, votre meilleur ami, votre chevalier servant. Et donc, il avait une part, il prenait part à la vie de famille, à la vie du foyer, il vous accompagnait au théâtre, il vous faisait la conversation. Et donc, quand je suis tombée sur ce mot et sur ce concept, je me suis dit, mais c'est génial comme truc. Déjà parce que je trouve qu'à notre époque, on a tendance à réduire les relations hommes-femmes à la relation romantique. Donc, soit le mariage, soit des relations de séduction, de sexualité, voilà. Et on parle d'amour romantique en mettant de côté toutes les autres formes d'amour. Et puis, donc, j'ai trouvé que c'était une autre manière d'envisager la relation homme-femme. Donc voilà, donc j'ai été très appâtée par cette idée. Ensuite, je me suis mise à faire des recherches sur la Venise du XVIIIe siècle, qui, comme vous pouvez vous en douter, est passionnante. Voilà, et petit à petit, donc, ce livre a émergé. Et donc, il raconte l'histoire d'une femme qui a donc vécu ce type de mariage à 3 dans la Venise du XVIIIe. Et la particularité, c'est que c'est un roman épistolaire, c'est-à-dire que vous allez lire les lettres de cette femme. Cette femme, elle écrit à sa fille, puisque sa fille a disparu quand elle avait 2 ans. Et donc, elle lui raconte son histoire. Voilà. Et les lettres, elle écrit à la fois des lettres à sa fille, donc qui est maintenant adulte, et aussi à un certain Henri Bale, donc Stendhal, puisque elle l'a chargé de retrouver sa fille. Et donc, j'ai lié 2 histoires, en fait. L'histoire de cette noble vénitienne, Caterina Contarini-Querini, qui a vraiment existé, dont le descendant a ensuite légué sa fortune à un musée à Venise qui s'appelle le musée Querini, le musée du XVIIIe siècle, donc qui existe à Venise. Et de l'autre côté, l'histoire de Stendhal, puisque Stendhal a eu beaucoup d'amoureuses, mais il y a une seule femme qui l'a demandé en mariage, qui s'appelle Giulia Rinieri,
Et cette petite Julia, la rumeur dit qu'elle aurait été élevée par le sigisbée de sa mère. Donc j'ai relié les deux histoires. Tout est vrai, sauf la partie romancée. Voilà. C'est trop bien ce que je te disais tout à l'heure, juste avant qu'on lance le stream, c'est que on a Eve Matassia, qui est une autrice qui a participé à nos ateliers d'écriture également et qui a été interviewée aussi à Writing Mood, le deuxième. Elle a fait de la réécriture de contes. Et toi, en fait, tu fais de la réécriture ou la romance de faits réels, quoi, en fait. C'est marrant. Alors, c'est pas tout à fait une réécriture parce que je me suis pas permis d'écrire à la place de Stendhal. Hein. Oui. C'est quand même un exercice assez casse-gueule. Moi, j'écris au nom de mon héroïne, c'est surtout elle, du coup, qui s'exprime. Mais en effet, ce que j'adore faire, c'est quand tu tisses la fiction avec la réalité de telle sorte à ce qu'on ne puisse pas plus savoir qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est pas vrai. Et là, je suis assez contente parce que je suis loin d'être une spécialiste de Stendhal, mais pour l'instant, tous les lecteurs, dont les spécialistes de Stendhal, n'ont pas trouvé d'erreur historique grave. Bravo. Donc, c'est que ça marche. Donc, Voilà. t'as bien fait ton taf de documentation en amont, donc c'est trop bien. Et, non, et puis l'écriture épistolaire, c'est super comme manière d'écrire. On le fait souvent en atelier d'écriture, écrire une lettre, écrire un SMS aujourd'hui. Hein, enfin, pas SMS même, je sais que j'étais vieille tout à l'heure. Oui, écrire sur les réseaux sociaux, pardon. Mais non, c'est trop cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que dans ton roman, pour faire un peu la transition avec le thème du jour, est-ce que dans ton roman, il y a des passages où il y a une description du corps de tes personnages, ou alors un moment où ton personnage ou tes personnages sont dans leur corps, enfermés ou bloqués, empêchés, ou juste où ils se bougent, ou l'inverse, voilà. Oui, bien sûr. Alors, quand tu m'as parlé de la thématique du corps, les moments où on décrit le corps, c'est vrai que quand j'ai commencé en écriture, je me sentais souvent obligée de mettre un passage pour décrire mon personnage, à quoi il ressemble. Surtout parce que je faisais un tel boulot, comme souvent, je suis sûre que vous faites, pour faire des fiches de personnages. Elle est brune, elle a les cheveux verts, etc. J'avais envie de m'en servir. Donc, il y avait toujours un petit moment où je me dis, allez, je vais la décrire. Et puis maintenant, j'ai un peu lâché tout ça. Donc, je crois, quand tu m'as parlé de ce sujet, je me suis dit, mais attends, mais est-ce qu'il y a un moment où je la décris dans le livre et en fait, je me suis rendu compte que les moments où je parle de son corps, comme c'est elle qui parle à la première personne, ce sont ses lettres, c'est comment elle ressent son corps. Et donc, on est en plus dans le corps d'une femme. Donc, une femme, sa relation avec son corps, c'est pas toujours simple. Et là, on est en plus dans la relation d'une femme de la noblesse vénitienne, une grande dame, et qui à un moment va tout perdre. Donc en 1797, c'est la chute de la République de Venise, et donc cette femme, elle perd tout. Et donc il y a un moment en effet où la relation avec son corps va changer. Donc si tu me permets, je peux lire un extrait. Oui, vas-y. Voilà. Et donc les Français ont pris la ville de Venise, ont imposé la fête de la liberté, puisque 1797, ça se passe après la Révolution, donc c'est le 14 juillet, on appelait ça la fête de la liberté. Et donc ils ont imposé cette fête à Venise dans la moiteur du mois de juillet 1797. Donc il y a une grande fête et là elle se lâche et participe à la fête, un peu comme une forme de carnaval, mais qui colle aux nouvelles traditions de la toute jeune République. Comme c'était bon de laisser ainsi libre cours à ses passions, d'exprimer par mon corps ma colère, mon désespoir, ma honte, mes regrets. Je perdis Isabella dans la foule et m'en aperçus à peine tant j'étais prise par cette bacchanale. Il est évident que le vin coulait à flot et que je ne m'en privais guère, oubliant mon rang et mes manières. L'orage éclata avec violence, et la pluie dispersa les fêtards. Mais je continuai à danser autour de l'arbre de la liberté. Et quand même les musiciens eurent fui le mauvais temps, je restai là, seule sur la place, tapant des pieds, chantant, hurlant. J'étais veuve de mon enfant, délaissée de mon époux, sans Sigisbée, sans gondolier, sans cheval, sans villa, sans mère et presque sans père, sans même une chambre à moi, orpheline de ma ville qui n'était plus. Je me sentais libre pour la première fois. Je me déchargeai de ma cape, de mes souliers, de ma robe, de mes jupons, de mon corset et même de mes sous-vêtements. Je ne gardais que mon masque et mon chapeau. Je dansais nue et anonyme sous le ciel zébré d'éclairs de la Sérénissime, sur le dallage de marbre de Saint-Marc, indifférente aux saints qui me toisaient du haut de la basilique. Ils étaient impuissants, des cœurs de pierre, rongés par les siècles, qui ne pouvaient que contempler la fortune de ceux qu'ils étaient censés protéger.
Je fais une petite interruption. Donc évidemment, après ça, on peut imaginer que ça n'a pas été très bien pris par son milieu social, donc elle est enfermée en prison. Là, on va la retrouver au début du livre. Dans ma cellule, je me sentis flattée que mon corps nu de femme mûre, ayant porté 4 enfants, ait pu si facilement passer pour celui d'une jeune vierge, parce qu'on a fait passer le mot que c'était pas vraiment elle, pour garder la réputation de la famille. Je n'avais plus de miroir pour m'admirer, mais pour la première fois, à 33 ans, je me sentis belle sans complexe, sans fausse pudeur, sans artifice. Et ça, en effet, c'est la première fois de sa vie que cette femme, elle ose du coup prendre sa liberté. Et elle le fait à travers son corps, en libérant complètement son corps. Pour une femme, évidemment, de la fin du 18e, ce n'est pas rien. Ça me donne encore plus envie d'aller acheter le livre et d'aller le lire. Je savais pas comment le prononcer, donc le Sigisbé de Mathilde Sigisbé, tout à fait. voilà, aux éditions Finitude. Et ça fait une bonne transition avec la thématique du jour sur le corps. Donc en fait, Éléonore Calvez, la libraire de la librairie Le Nuage Vert, a lancé ce défi aux participants du jour, qui est de raconter une scène où son personnage se retrouve empêché, limité, bloqué dans son corps, que ce soit dû à un sort, une malédiction, que ce soit à cause d'une maladie ou de la vieillesse, ou n'importe quelle raison. Voilà. Et donc on a 2 textes qui nous ont été envoyés. Donc là, ça va être le texte de Pauline que je me permets de lire. Et après l'autre texte, si tu veux le lire, tu pourras le lire. Comme ça, on fait chacune notre tour. Donc texte de Pauline qui fait 3800 signes. Très bien. Pour le contexte, on se trouve dans la deuxième partie du livre. Carmel est passée dans l'autre monde, qui est magique, et a rencontré sa mère depuis peu. Le monde s'immobilisa. Le silence était si lourd que j'en fus étourdi. Chants, oiseaux, musique, plus rien. Et elle arriva, ma mère. Triomphante dans sa robe de soie blanche, sa tête couronnée de fleurs, ses cheveux auburn, je ne sais jamais comment prononcer ce mot, cascadant dans son dos. Il aurait fallu être aveugle pour ne pas voir sa beauté. Une beauté qui me donnait froid dans le dos. Elle était parfaite, et c'était bien ça le problème. Isobel continua de s'avancer au milieu des statues humaines qui la regardaient avec adoration, s'arrêta au milieu de l'assemblée et se tourna vers moi. Aujourd'hui, mes sœurs, nous vivons un jour particulier. Le premier sabbat de ma fille, Carmel, votre future reine. Des cris fusèrent de part en part. Dire que je ne savais plus où me foutre était un euphémisme. Mon cœur battait à tout rompre devant cette assemblée extatique qui scrutait mes moindres gestes. Tout cela était tellement étrange, et j'en avais vécu des choses étranges ces dernières semaines. Plus que mon esprit ne pouvait endurer. Mais là, c'était le pompon. Ma mère s'avança vers moi et me tendit un verre rempli d'un liquide doré. À toi, ma fille, et à ton futur règne. Elle était si grandiloquente que j'en grimaçai. Ma mère aimait faire dans le spectacle, visiblement. J'attrapai le verre et le portai à mes lèvres. Le liquide avait un goût de métal et me râpa la langue. J'eus un haut le cœur au moment de l'avaler, mais tout le monde me regardait avec une telle insistance que je ne pus faire qu'une chose, laisser le liquide immonde glisser dans ma gorge. Il me brûla l'œsophage, se frayant un passage jusqu'à mon estomac, et s'y ficha comme une brique. La lourdeur de mon ventre gagna peu à peu mes autres organes, le liquide se répandant en moi comme un serpent ondulant. Je baissai les yeux vers mon verre et le soulevai vers mon visage, regardant les volutes d'or se mouvoir. Je tentai d'abaisser mon bras à nouveau, mais rien. Mes paupières papillonnèrent un instant, avant que je ne me rende compte avec horreur que je ne pouvais plus bouger. Mon bras restait paralysé dans une pose absurde. Seul mon verre explosa au sol dans un bruit assourdissant. Mon corps était figé et le serpent rampait toujours à l'intérieur de moi, parcourant mes membres les uns après les autres. Ni hurlement, ni ruade ne parvenaient à s'échapper. Ma mère tournait autour de moi d'un pas lent, et je me sentis souris, face au chat. Le reste de l'assemblée retenait son souffle, mais je les sentais vibrer autour de moi, attendant ce qui allait suivre. Elle leva son bras gauche, et de la main droite s'entailla la paume, dont un sang rouge jaillit. Elle m'en macula le visage, et je sentis le liquide poisseux entrer dans mes orifices. Mes larmes ne parvenaient pas à rouler. Je pleurais dans mon être et me noyais. Elle prit alors ma main dans la sienne avec une douceur infinie. Sa peau avait le satin du velours. Elle me caressa un instant, presque empreinte de remords. Et elle m'entailla. Je sentis ma peau se déchirer sous la lame, l'entaille se faisant profonde et douloureuse. Je sentais chaque goutte de sang quitter mon corps dans ce qui semblait être un flot sans fin. Elle recueillit le précieux liquide dans une fiole qui contenait déjà un fluide rubis et les mélangea. Je ne voulais pas savoir ce qui allait suivre, même si je m'en doutais. Isobel empoigna mes cheveux détachés et fit basculer ma tête en arrière.
Je sentis le verre froid s'insinuer entre mes lèvres, juste avant que le liquide sirupeux et chaud ne touche ma langue. Le goût du sang m'emplit la bouche. Ma mère plongea alors son regard dans le mien et me chuchota. Pardonne-moi, je fais ça pour notre survie. Ce fut les derniers mots que j'entendis avant d'être englouti par le néant. Une main glacée vint toucher mon esprit, d'abord le frôlant d'un doigt. Puis, ce fut au tour de la griffe acérée de déchiqueter mon âme pour s'y lever en ronronnant. Alors, ce qui est intéressant aussi, parce que, en fait, au précédent épisode, ou l'épisode d'avant, je sais plus, Pauline nous avait soumis aussi un texte qui était un souvenir où le personnage avait un dilemme moral et enfin, devait sauver sa mère ou pas. Enfin, je crois que c'était ça, où il fallait tuer sa mère ou pas. Enfin, voilà. Moi, moi, je l'aurais tué là. Enfin, et en fait, on comprenait pas pourquoi elle hésitait à. Et en fait, on avait des indices sur le fait que leur relation était compliquée. Et ben là, on comprend un peu mieux. Je pense que peut-être que tu peux nous confirmer, Pauline, dans le chat. C'est peut-être enfin, c'est peut-être pourquoi. Enfin, ce passage-là, il vient avant, peut-être, le moment où elle hésite. Enfin, je sais pas. Bref. Mathilde, qu'est-ce que tu penses de ce texte? Est-ce que tu as des retours autour de la thématique du corps, mais au-delà de ça, est-ce que tu as des Ce que je retours? trouve extrêmement intéressant, alors tu vas me dire, c'est mon regard féministe, avec la chronique que je tiens avec nous au féminin, c'est que du coup, le rapport au corps est totalement imbriqué avec le rapport à la mère. Et c'est quelque chose qui est très féminin. Notre rapport au corps, il est conditionné par le rapport aussi qu'on a avec notre mère. Et donc, il y a ce que je vois qui est mis en scène, et ça, c'est très malin, c'est en effet, là, du coup, comme on est dans l'imaginaire, on peut vraiment se permettre de mettre en scène et d'aller loin. C'est à quel point il y a à la fois un contrôle de la mère sur le corps et aussi une initiation. Alors, je ne sais pas où ça mène, cette initiation, ce sabbat, mais une initiation à quelque chose où la mère sent que elle pourrait s'en vouloir puisqu'elle lui demande pardon, mais en même temps, c'est nécessaire pour la survie. Et moi, je vois finalement une image de ce qui se passe aussi dans notre vraie vie, puisque l'imaginaire, même quand on va loin, est finalement un reflet de ce qu'on vit dans notre monde contemporain, Société, ouais. où la mère a aussi ce rôle social d'initier la jeune fille à un conditionnement de son corps et un contrôle de son corps qui est nécessaire pour la survie, les survies en tant que femme, et en même temps, tout en ayant conscience que c'est pas forcément sa fille, ça rend à sa fille. Moi, c'est ce que je vois en tant qu'écrivaine féministe. Et plus loin. Et ça, je trouve ça, c'est un angle super intéressant. J'ai partagé le lien vers ta newsletter, hein, d'ailleurs, dans le chat. Et moi, je me demandais aussi pardonne-moi, je fais ça pour notre survie. Notre, c'est notre, elle et sa fille, ou notre, le peuple. Enfin, je voulais en savoir un peu plus sur les enjeux de cette trahison, de cet empoisonnement, quoi. Euh, donc voilà, je voulais en savoir plus sur ça. Sinon, à chaque fois, Pauline, je trouve qu'elle écrit très bien les sensations. Euh, Mm. Là, on est vraiment dans sa tête, mais on est aussi dans son corps, justement, dans tout ce qu'elle peut ressentir quand il y a voilà, ce liquide qui coule en elle avec le serpent. Enfin, tout est très désagréable. Tout est. Enfin, L'image du serpent, elle n'est pas anodine oui, de voilà. choisir ça. C'est très malin. Déjà parce que la métaphore, on le sent, cette idée de serpent, de Ah, siècle. Mais en même temps, évidemment, en étant fille d'Ève, c'est une référence je me permets mythologique, entre oui. guillemets, on s'entend, mais auquel on pense spontanément, en fait. Donc, il y a un double sens dans cette métaphore qui est très bien choisie. Pauline répond, c'est pour la survie des sorcières dans ce monde. Oh. Donc, Voilà. de la jante féminine. Voilà. Mm. Oui, mais ça ne m'étonne pas du tout de Pauline. Non, mais trop, trop bien comme texte. Je pense que le défi, il est bien relevé. Ce qui est cool en plus, et en plus, Pauline m'avait dit que c'était un défi qu'elle avait vraiment apprécié de relever. C'était vraiment une consigne très intéressante. Et en plus, je trouve que ça s'inscrit bien dans son histoire. Enfin, je sais pas je connais pas l'histoire globale totalement, mais je trouve que enfin, ça tombait à pic, en tout cas, ce sujet. Bah, merci beaucoup, Pauline, pour ce texte. J'ai pas grand-chose à dire d'autre. Et on a le texte d'Astra qui nous a envoyé un texte. Elle a dit à la fin, je l'ai modifié 5 fois.
Je suis à 3042 caractères. J'ai légèrement dépassé, parce que oui, j'avais dit 3000 signes. Mais il dépasse toujours. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que tu veux que je lise, Mathilde, ou tu veux le lire comme tu veux? C'est comme tu veux, tu me dis. Je le vois bien. Donc, c'est partagé, je peux le lire si tu veux. Je suis en train de mourir. Astrid me pardonnera puisque je ne sais pas comment prononcer ces noms de lieux ou personnages, mais je ferai de mon mieux. Elle courait sur les toits de la Veragi, une ombre volant avec grâce d'un bâtiment à l'autre, ou plutôt en apparence. Elle était en retard. Chaque pas la faisait frissonner. Chaque saut, elle ne savait si elle allait tomber. Ceux qui la connaissaient pourraient distinguer ses tressaillements, la peine qui pointait dans son regard à chaque mouvement. Mais les rues, encombrées par le marché, ne lui donnaient qu'une impression de solitude. Personne de familier dans les environs. Il fallait avancer, et vite. Alors qu'elle se propulsait pour passer par-dessus une allée, elle sentit une de ses jambes lâcher. Plongeon, et non envolée. Même si c'était attendu, elle n'était jamais assez préparée. Elle tendit les bras dans un effort désespéré, tentant de se rattraper à une gouttière. Sa main s'accrocha au métal froid l'espace d'un instant, mais il était trop tard. La souffrance l'emporta sur sa volonté, son corps venait de lâcher. Cette tentative lamentable ne fit que lui râper la main. Avec son système immunitaire, autant dire que c'était un problème supplémentaire. Les passants se mirent à hurler en la voyant choir. Et d'après ce qu'elle entendait, certains devaient se trouver juste en dessous d'elle. Le temps d'assoupir, elle utilisa ses dernières forces pour lancer un sort de téléportation. Un tout petit sort, d'une distance de quelques centaines de mètres. Quelque chose qui ne posait de problème à aucun mage de son niveau. Normalement. Projetée contre les pierres grises pavant le parvis du palais, elle hurla de douleur. Emportée par son élan, elle roula, se cogna, s'écorcha et enfin s'arrêta. Toutes ses articulations la brûlaient, lui perçant la peau comme des milliers d'aiguilles. Elle retint un nouveau cri, la respiration haletante. Elle était prête à rester allongée là, pour l'éternité. Mais elle savait qu'elle devait profiter de l'adrénaline, se relever tant qu'elle le pouvait encore. Elle ne pouvait pas s'arrêter, pas si proche du but. De l'extérieur, on aurait pensé qu'elle tournait au ralenti. Elle voyait défiler sa vie. Le froid la gagnait peu à peu, pourtant le soleil la frappait de ses rayons multicolores. La maladie suintait de ses articulations, sueur glacée qui venait les rouiller, qui venait souiller ce corps qu'elle essayait vainement d'apprivoiser. Chaque pas plus lourd que le précédent, chaque fois plus difficile d'aller de l'avant. La gravité l'attirait tel un aimant. Le monde s'éloignait et revenait, une impression de flot. Elle se sentait partir. Dans sa chute, un trouble, rayon d'espoir. Une tignasse blanche se précipitait vers elle. Tu es en retard, déclara laconiquement son frère en la piquant. Elle sombra, emportée par la potion qu'on venait de lui injecter. Elle se réveillerait quelques heures plus tard, comme si tout cela n'était jamais arrivé, avant que le cycle ne puisse recommencer, chaque semaine ou chaque mois selon la dose. Elle coule dans ses veines, elle lui a donné la vie. Espèce ironique pour une mage d'être allergique à la magie? La réponse en direct, bah si. Merci pour la lecture, Mathilde. Bien, parce que ça me permet de poser un peu ma petite voix et Oui. ma toux. On a 2 textes dans la fantaisie, c'est trop bien. C'est dans la même lignée et deux autrices en plus, donc trop cool. Et avec 2 personnages féminins. Qu'est-ce que tu as pensé de ce texte? Est-ce que tu as des retours en lien avec la thématique, ou alors même avec juste en termes de narration, d'histoire, d'écriture? Alors moi, il y a une phrase qui m'a vraiment beaucoup marquée. La maladie suintée de ses articulations, sueur glacée qui venait les rouiller, qui venait souiller son corps qu'elle essayait vainement d'apprivoiser. Ça, moi, j'ai l'impression d'entendre du vécu quand je l'entends. Et du coup, je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que peu importe qu'on fasse de la fantaisie, qu'on fasse de l'autofiction, qu'on fasse du roman historique, je trouve que c'est quand, en effet, on colle le plus possible à nos ressentis personnels, à des choses qu'on a vécues, qu'à ce moment-là, nos phrases sonnent justes et sonnent vraies. Alors, je ne connais pas du tout Astra. Je ne sais pas quel est son vécu d'une éventuelle maladie, d'un empêchement du corps à cause d'une maladie. Mais ça, moi, elle m'a tout de suite touchée, elle m'a tout de suite attrapée, cette phrase-là. Ouais, moi aussi, j'ai dans le texte de Pauline aussi, il y a enfin, je suis très dans l'empathie. Et là, en fait, je suis vraiment dans ouf, je ressens, je suis vraiment à la place de ces personnages. Et c'est même
limite, voilà, tout à l'heure, il y avait ce liquide, ce sentiment de serpent en soi qui me faisait vraiment frissonner. Et là, ça a réveillé pas mal de choses. Parce que enfin, moi-même, enfin, j'ai de l'endométriose. Et en fait, là, ce qu'elle a décrit, ça m'a vraiment parlé et je l'ai ressenti, alors que c'est transposé à un autre univers. On est dans le genre de la fantaisie, on parle de mages, de magesses, etc. Et ça marche. Et c'est vrai que je pense que c'est très utile ce que tu dis, que, parce que je l'avais dit dans les consignes, voilà, nous raconter, voilà, votre personnage, il peut être bloqué, empêché, limité, que ce soit à cause d'un sort, d'une maladie, de vieillesse, d'un piège, peu importe, que ce soit dans le contexte SF, science-fiction, fantasy ou autre, enfin, peu importe. Oui, d'aller piocher dans la réalité et surtout dans votre réalité, de ce que vous avez pu vivre, même une écorchure. On est tous tombés aussi, même par terre. Et quelle est la sensation euh, dont on peut se souvenir quand voilà, nos genoux ont frôlé le sol ou alors d'autres traumas plus conséquents, d'aller piocher là-dedans et d'essayer de transposer à l'écrit. Et c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Et je trouve que ça, c'est bien mené. C'est vraiment très intéressant comme conseil sur le corps et sur d'aller piocher dans ce qu'on a vécu. Euh, Dans ce qu'on a vécu ou sinon bah, d'aller piocher aussi dans ce qu'on a lu. Donc, faut pas hésiter à aller lire d'autres textes qui parlent de corps ou autres. Moi, je pensais que. Parce qu'en fait, on a beaucoup parlé, on arrive, il est 19h27, et je pensais que, parce qu'on a reçu que deux textes, d'habitude on en lit trois, et donc je m'étais dit, bon, bah, il faut que j'aille chercher d'autres textes. Je m'étais dit, bon, Mathilde va pouvoir lire le sien, ça c'est bien. Mais en tout cas, moi, je voulais lire deux textes, mais là, je vais vous le conseiller juste à l'oral, et je pourrais partager les liens des extraits, de toute façon. Il y a Journal d'un corps de Daniel Pénac. Enfin, de toute façon, Daniel Pénac, j'aime beaucoup. J'ai grandi avec, avec Camo et moi, avec les Malocènes, etc. Mais le Journal d'un corps, j'ai vraiment. Je trouve que c'est hyper malin comme bah, même en soi, on devrait même faire ça comme un journal intime, mais du point de vue de son corps, je trouve ça trop intelligent, trop marrant, trop intéressant. Donc voilà, c'est le personnage qui fait ça, qui fait un journal intime de son propre corps, qui vieillit, et il remonte de son enfance à. D'ailleurs, les premières scènes que je vous partagerai, c'est dont il y a un moment, une scène que je voulais lire, c'est il se retrouve ligoté à un arbre quand il est dans les années 30, quand il était enfant, et ça le traumatise en fait, normal. Voilà, et ça lui donne l'idée de ce journal du corps. Voilà, et après, on continue à le suivre jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il meurt. Enfin, vraiment, et il décrit toutes ses sensations. C'est hyper intéressant. Euh, et l'autre texte, bah, c'était un classique, c'était la métamorphose de Kafka, où on est dans le corps, mais transformé, du coup. Mais il y a un moment où il est bloqué, je crois qu'il est sur le dos, alors que bah, c'est un insecte. Du coup, c'est cette scène qui est intéressante. En plus, le point de vue, le fait qu'il soit petit par rapport à la grande fenêtre, le fait d'être sur le dos, du coup, il voit le monde à l'envers. Enfin, voilà. Je rebondis sur la métamorphose de Kafka pour recommander un livre contemporain. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de Bertrand Leclerc qui faisait un très bon atelier donc chez Gallimard, et il a sorti l'année dernière un livre à propos de la métamorphose de Kafka qui s'appelle Transformation. Donc Bertrand Leclerc, qui est extrêmement intéressant parce qu'en le lisant, j'ai vu la métamorphose de Kafka autrement. En fait, il parle de la crise de schizophrénie de sa fille, du point de vue de son point de vue de père, et comment ça a bouleversé la dynamique en effet dans sa famille, et il compare ça à la fameuse métamorphose qu'il y a donc dans Kafka, où donc le héros se retrouve transformé en cafard, et ça bouscule toutes les dynamiques familiales. Et donc, en fait, il alterne toute la manière, toute sa perception et tout le vécu de la maladie de sa fille avec sa lecture et sa relecture de la métamorphose de Kafka. Et alors là, c'est une transformation du corps, a bouleversé la dynamique familiale et a fait que tout d'un coup, on perçoit différemment la personne, avec en effet, donc c'est plus le corps, là, c'est la santé mentale donc de sa fille, commence à bouleverser en effet là aussi la dynamique familiale, la manière de percevoir cette jeune fille.
Et ça, c'était une très belle rupture de classique, de la littérature. Voilà. Je pense qu'il y a 3 sujets. Hem, moi, j'insiste beaucoup, sur les sensations dans l'écriture parce que et quand je dis sensations, c'est les perceptions et tous les sens, pas que la vue. Mais là, je pense que j'ai l'impression que les participants de mes ateliers d'écriture, ça y est, ils le maîtrisent, ça y est, même, c'est trop, enfin, arrêtez. Voilà. De 2, bah, le lien entre corps et pensée, corps et intériorité et santé mentale, tu vois? Donc, tu parlais, donc, je pense que c'est important de, OK, les sens, mais il y a aussi, bah, c'est quoi la bataille interne, en fait, qu'on peut vivre, quand on se retrouve empêché ou endolori, enfin, voilà. Et troisième, je sais plus ce que je voulais dire. J'avais un troisième, je ne sais plus c'était quoi, mais ça reviendra. Mais bon, bref. Qu'est-ce que je veux dire? Comme il est 19h32, je voulais bah, savoir si tu avais réfléchi à une idée de défi d'écriture que tu pouvais Oui. lancer à ton tour. Est-ce que c'est autour de l'épistolaire? Est-ce que c'est en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, le fait que tu étais allé puiser dans le, la, la réalité, enfin des faits historiques et que tu es parti pour créer de la fiction? Je sais pas du tout, et on n'en a pas trop parlé. Donc, du coup, Surprise. surprise. Voilà. Qu'est-ce que tu mets comme défi d'écriture? Je vais rebondir du coup sur le commentaire que j'ai fait tout à l'heure, sur le texte d'Astra, sur le fait de puiser dans son propre vécu pour faire quelque chose de vrai qui va vibrer avec le lecteur. Souvent, il y a une erreur qu'on fait assez courante de débutant quand on commence en littérature d'imaginaire, c'est qu'on pense beaucoup à la construction du monde. Voilà. Donc, moi, ça m'arrive souvent aujourd'hui, et maintenant j'ai un sourire attendri parce que j'ai fait la même chose. Alors, il parle de quoi ton livre? Et d'abord, la personne, là, pendant 10 minutes, va vous raconter comment son monde, il est construit, que ce soit science-fiction, fantasy. Et donc, souvent, le retour des éditeurs, des coachs, des profs en atelier d'écriture, c'est oui, mais c'est pas le monde, c'est d'abord l'histoire. Ton personnage est dans ce monde. Donc, quand tu racontes ton livre, tu parles d'un personnage, de la problématique du personnage. Alors là, après, on parle dans des considérations, mais quelle est la psychologie de mon personnage? Quel est son conflit interne? Quelque chose qui est d'abord, quand on commence, un petit peu artificiel. Et en fait, mon conseil du coup est de partir de son propre vécu. Plutôt que d'essayer d'imaginer dans une liste de conflits potentiels psychologiques de personnages, qu'est-ce qu'il pourrait avoir ce personnage-là? Si tu veux faire quelque chose de vrai, quelque chose qui va résonner avec ton lecteur, même si ça te semble parfaitement anecdotique, que tu penses être le seul, la seule à vivre ce genre de choses, au contraire, c'est en partant du particulier que tu vas toucher l'universel. Et donc, je reboucle avec ma consigne d'écriture. Donc, ton monde dans ta tête. Le concept de ton monde, c'est qu'il y ait des sorcières, voilà, que ce soit la fantaisie, que ce soit la science-fiction, mais pouvoir en effet construire un personnage fort qui va vivre des choses part de toi. Et pour partir de toi, voici le conseil de ce qui est intime chez toi. Alors c'est ma formation dans psycho qui va jouer. Je vais te proposer un exercice qui est pas si évident. En effet, je reboucle avec l'épistolaire. Tu avais raison, tu m'attendais au tournant. Il y a 2 parties dans cet exercice. Le premier, je vais vous proposer d'écrire une lettre à la personne de votre choix, mais quelqu'un à qui vous avez quelque chose à dire d'important pour vous. Voilà, la lettre que vous avez toujours envie d'écrire. Ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être quelqu'un que vous admirez, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, ça peut être une lettre, voilà, peu importe le contenu de la lettre, mais quelque chose où vous avez vraiment quelque chose qui a besoin de sortir de vous. Donc ça, c'est la première étape. Vous écrivez cette lettre. Et la deuxième étape, vous allez voir qui fait aussi un bien fou, c'est que vous allez écrire la réponse que vous aimeriez recevoir. Et ça, on a tendance à oublier cette partie-là de l'exercice de la lettre. Et ça, vous allez voir, c'est libérateur. Et en même temps, donc c'est un exercice qui va être profondément thérapeutique et difficile et douloureux, mais va vous servir pour votre fiction, qui se passe dans un univers d'imaginaire ou pas, peu importe, historique. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir les 2 pieds de votre conflit, de votre procédé narratif, parce que vous allez d'abord avoir, en effet, j'ai envie de dire, la problématique psychologique. Ce qu'on dit souvent de manière artificielle, il faut que ton héros, il ait un problème psychologique, une faiblesse, etc. à résoudre, et que tout ce périple va lui permettre de le résoudre, et vous allez avoir la résolution d'un autre côté. Non pas que la personne à qui vous écrivez cette lettre va un jour vous l'écrire, je vous souhaite de recevoir la réponse que vous voulez recevoir, mais souvent on n'envoie pas la lettre quand même. Et puis souvent, de toute façon, la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est de
de mettre en mots ce que vous aimeriez recevoir, mais pas du tout que la personne le fasse réellement. Ça arrive rarement d'ailleurs. Mais du coup, ça va vous donner déjà un arc narratif. Et là, à partir de là, et à partir de cette émotion extrêmement forte que vous allez ressentir, vous allez pouvoir construire une histoire avec un personnage fort qui va s'insérer dans le monde que vous avez imaginé. Voilà, le travail maintenant. Exact, ça me donne envie, tiens, donc je vais peut-être me lancer aussi dans ce défi. C'est génial, j'aime beaucoup. Ça fait en plus écho avec le premier épisode qu'on a diffusé avec, donc je disais tout à l'heure, avec David Molmans, éditeur aux Forges Vulcain, où on parlait d'univers, de création d'univers, et avec un défi d'écriture autour de la description d'un lieu. Et en fait, David disait aussi en défi, pour le défi du deuxième épisode, justement de s'éloigner de l'univers, parce que effectivement, les auteurs et autrices des univers de l'imaginaire ont tendance à se focaliser trop sur le world building. Donc, vraiment, il invitait à se lancer sur vraiment plus l'intériorité du personnage, ses conflits, enfin ses enjeux, c'est ce qu'il a envie, son histoire en fait. Donc je trouve que ça fait bien écho, donc c'est super intéressant. Et puis aussi la forme, le format de la lettre, surtout avec, je pense qu'on va respecter les 3000 signes, je pense que c'est très bien. Ça va, tu vois, 3000 signes, en 3000 signes, voilà. Donc si je... Pardon, tu voulais dire quelque chose, Mathilde? Non, je voulais juste en effet faire le lien avec ce que tu dis. L'intériorité du personnage et la meilleure intériorité que vous pouvez les décrire, c'est la vôtre en fait. Donc si vous voulez que ça sonne vrai, n'allez pas chercher midi à 14h. Parlez de la vôtre. Et ce qui est génial avec l'imaginaire, c'est que du coup, ça se voit même pas. Je vous mets au défi de trouver des choses qui sont moi dans mon personnage de Caterina Contarini-Chiarini. On n'a pas du tout le même caractère. Mais pourtant, il y a beaucoup de choses qui viennent de moi sans que ça se voit en fait. Et c'est ça qui va rendre votre personnage réaliste. Trop bien. Bah, je pense que c'est le meilleur conseil, c'est donc rester authentique et écrivez vrai, puisez dans ce que vous avez vécu, c'est super intéressant. Et bah, je vous donne jusqu'au mercredi 27 mai, parce que l'épisode suivant sera avec la blogueuse Mécanisme d'Histoire, donc Mariette Poula de Mécanisme d'Histoire. Je sais pas si tu connais son blog, Mathilde. Je te le conseille. C'est trop trop bien. Marie qui est aussi venue à nos ateliers d'écriture d'ailleurs et qui écrit également et qui a ce blog consacré à vraiment comment est-ce qu'on écrit des histoires. Vraiment top. Et c'est une copine et on va se voir normalement à la maison du zéro déchet. Normalement, pour pouvoir filmer, il faut juste que je demande si on peut. Je pense que oui. Et voilà, donc c'est rendez-vous mercredi 27 mai, normalement 18h30, 19h. Donc ça va, ça fait quand même un bon mois. Il y a les ponts en plus de mai pour produire plein de lettres. Donc j'attends vos lettres d'amour ou pas d'amour, enfin, peu importe. Et je récapitule. Donc c'est écrire une lettre que vous aurez toujours aimé écrire et surtout écrire la lettre de la personne, enfin écrire La réponse. la Que réponse. vous avez savoir. Voilà. Trop bien. La lettre qui vous tient à cœur, que vous n'avez jamais écrit, que vous n'avez jamais osé envoyer, et à la personne de votre choix, et écrire la réponse que vous désiriez recevoir. Trop bien. Bon, bah merci beaucoup Mathilde. On va s'arrêter là. Il est 40 en plus. J'espère que ça va aller pour toi en termes d'organisation. Pas de problème, trop cool. Voilà, bah écoutez, je vais partager j'ai déjà partagé la newsletter de Mathilde, mais je partagerai aussi ton Instagram. Vous pouvez aller voir son livre, donc le Sigisbée aux éditions Finitude, qui est en librairie. N'hésitez pas à vous le procurer très rapidement. Et moi, je partagerai aussi nos réseaux sociaux. Donc, on est les Ateliers Moody, on est sur Instagram, sur TikTok maintenant, on est sur LinkedIn et on est sur Twitch et sur YouTube. Voilà, donc cet épisode va être rediffusé sur YouTube dès que je trouve un moment pour faire le montage et pour poster. Et pareil, je mettrai des extraits en format TikTok et format Reels sur Instagram. Et sinon, normalement, quand je vais arrêter le stream, ça devrait rester 24 heures sur Twitch. Mais je sais pas. On verra. C'est la surprise aussi. Merci Mathilde pour ce moment trop intéressant. Et bah, j'espère qu'on se recroisera très très vite et qu'on pourra parler encore d'écriture ou d'autres choses. Avec plaisir. Merci à toi, Caroline, pour l'invitation. C'était très sympa.
Bonne soirée, je vais arrêter le stream et on pourra papoter un petit peu juste pour dire au revoir en privé. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Alors, hop, voilà.